Alors, je vous propose bien évidemment de reparler de Bernard Tapie dans les minutes, dans les heures qui viennent, dès que le jugement tombe. Je vous le rappelle, nos envoyés spéciaux et les premiers témoignages, premières réactions à ce jugement qui va tomber dans quelques instants. Avant cela, je voudrais, avec vous, justement, Denis Jacob, parler de cette triste réalité. Hier, on apprenait le 37e suicide d'un policier avec son arme de service. Une enquête judiciaire, bien sûr, pour déterminer les causes de la mort a été ouverte par l'IGPN. Et puis, selon certaines sources, cet acte n'aurait pas été motivé pour des raisons professionnelles. Le problème aujourd'hui, c'est que raisons professionnelles surchargent un métier de plus en plus difficile à exercer. Il y a quand même une forme de porosité. Écoutez le ministre de l'Intérieur. Je sais la passion de l'uniforme de ceux qui s'engagent dans la police, je sais aussi la pression. Et la pression, quelquefois, contribue à l'acte suicidaire. Et donc, ce que j'ai dit aussi à toutes les autorités du ministère, c'est que je ne veux plus entendre dire, en gros, ça n'était pas lié à son travail. Le suicide a toujours plusieurs déterminants. Et le travail peut être un de ces déterminants, mais au pire. S'il ne l'est pas, il peut être un lieu où on va identifier le risque de passage à l'acte, et donc il est nécessaire aussi que nous soyons plus efficaces sur ce dispositif-là. Denis Jacob, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans les rangs de la police ? Alors permettez-moi tout d'abord de vous préciser que le chiffre qui a été annoncé par l'AFP hier sur le 37e suicide n'est pas a priori le bon chiffre. On serait plutôt, mais je ne vais pas rentrer dans un décompte macabre, on serait plutôt à 39 aujourd'hui. Il y a un suicide qui a été fait l'objet d'une enquête judiciaire, on ne savait pas trop, donc ça n'a pas été comptabilisé. Et de ce que j'ai appris hier soir, on a une policière qui a tenté de mettre fin à ses jours il y a quelques jours. Et compte tenu de son état, sa famille aurait pris la décision hier d'arrêter toute assistance. Elle serait décédée. Donc on serait, je le mets au conditionnel bien évidemment, ça nécessitera confirmation, mais on serait plutôt malheureusement à 39. Qu'est-ce qui se passe dans la police ? Il se passe qu'on a un mal-être récurrent depuis des décennies, c'est malheureusement pas nouveau. Je rappelle qu'en 97, fin 96, on avait eu 71 suicides. On en a malheureusement une cinquantaine à peu près chaque année. L'année 2019 s'annonce comme une année noire encore. Et en fait, on prend le problème à l'envers. C'est pas la faute du ministre de l'Intérieur actuel. On a eu un plan sous Cazeneuve, on a eu un plan sous Gérard Collomb, on en a un maintenant sous Christophe Castaner. Et le problème, c'est qu'il y a une co-responsabilité de l'administration policière et de certains syndicats de police, puisque historiquement, à chaque fois qu'on a eu un mal-être, un mécontentement, une colère, on a réglé le problème à coup de protocole. Alors un protocole, c'est une disposition qui donne des avancées salariales notamment. Alors le pouvoir d'achat, c'est important, on ne va pas nier les effets des différents protocoles, mais à chaque fois qu'on a eu du mécontentement, on a eu un protocole. 2001, 2004, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016 et 2018. Un pansement sur une jambe de bois. Donc le problème, c'est qu'aujourd'hui, on nous dit il faut qu'on prévienne les suicides en détectant les collègues qui sont en souffrance. Mais ce n'est pas les conséquences qu'il faut traiter. Alors, il faut les traiter, bien évidemment, et tout ce qui est de nature préventive, ce qui est annoncé, c'est toujours une bonne chose, ça va toujours dans le bon sens. Mais malheureusement, on ne s'attaque pas aux causes. Mon organisation syndicale travaille depuis maintenant un peu plus de 8 mois sur cette thématique malheureuse, mais on est obligé d'y travailler. Et lors de notre colloque du 22 mai, nous avons fait 50 propositions pour une police à visage humain. Donc ces dispositions, ce sont des dispositions qui conduisent à parler des conditions de travail, la vie du policier au départ, le déracinement, l'isolement. Il faut savoir aussi qu'on n'est pas policier, c'est pas inné, on le devient et ça nécessite une formation adaptée. Et aujourd'hui, on n'est pas formé à la vue du sang. On n'est pas formé, si on peut parler de formation, parce que malheureusement, la gravité de la vie, on n'est jamais préparé. Mais ça fait partie du métier. La vue du sang, la mort, les difficultés et la misère sociale auxquelles nous sommes nous-mêmes confrontés, parce que quand on va régler les difficultés de nos concitoyens, on peut être amené à les vivre aussi dans notre vie privée. Et il y a le rapport à la hiérarchie où, au XXIe siècle, on aimerait bien que les policiers soient partie prenante dans les missions à conduire avec un management participatif. Et or, aujourd'hui, on est toujours dans un management archaïque où on a une pression permanente de certains chefs de service.
Alors, information, on va continuer dans quelques instants, bien évidemment, de parler du sort de ces policiers. On apprend depuis le Palais de justice de Paris que sur le volet escroquerie, Bernard Tapie serait relaxé. On vous en dit plus dans quelques instants. 50 propositions et un ministre qui a mis du temps quand même à faire la corrélation entre le suicide, le côté parfois très personnel de ce suicide et puis les conditions de travail. Autant le dire, il n'y a pas que les 34 week-ends de Gilets jaunes qui sont épouvantables aujourd'hui. Alors, il a peut-être mis un peu de temps à faire le lien avec l'activité professionnelle, mais c'est historiquement le Premier ministre qui fait ce lien. C'est le Premier ministre de l'Intérieur qui fait ce lien avec des problèmes de conditions de travail. Jamais aucun ministre antérieurement n'a fait un quelconque lien. On a toujours dit c'est pour des raisons personnelles. Il y avait un rapport sénatorial l'année dernière qui pointait trois causes principales. La proximité avec la mort au quotidien, le rythme de travail décalé, ainsi que le poids de la hiérarchie. Tout à fait. C'est sur ces 3 points. Je vous les valide, oui. Et puis aussi le fait qu'il y ait une arme de service dans cette profession qui fait que le passage à l'acte est peut-être plus facile. Oui, mais une fois de plus, l'arme de service, c'est la conséquence du problème, c'est pas la cause. Et pour revenir à ce que vous disiez très justement, on est en pleine réforme horaire, et là aussi, c'est une réforme horaire où on va demander aux policiers, il va y avoir une expérimentation à l'automne, on va demander aux policiers d'être 12 heures sur la voie publique, et non plus 8 à 9 heures. Alors, pourquoi pas, si ça leur donne une régularité de repos plus fréquente, puisqu'ils auraient un VSD tous les 15 jours et 2 jours de semaine tous les 15 jours. Vendredi, samedi, dimanche. Pardon. Voilà. Sauf que 12 heures sur la voie publique en permanence, mais c'est très fatigant. Enfin, on est sur la voie publique. Donc, si on le fait, il faut qu'on ait des mesures d'accompagnement social qui vont avec, sinon ça ne sera pas viable.